Génial! Activez le Pass Express directement chez votre boutiquier et profitez de 100% de bonus. C'est l'heure de la grande édition d'information de la soirée. Tout de suite, le sommaire. Au Tchad, le nouveau président Mahamat Idriss Déby a promis un dialogue national inclusif dans une période de transition de 18 mois. C'était ce mardi lors d'un discours télévisé. Au Gabon, les autorités multiplient les actions en faveur du retour à la terre. Pour ce faire, plus d'une vingtaine de jeunes bénéficient et pour une période de 6 mois d'une formation dans le domaine de l'agriculture. Tension entre Paris et Londres autour de l'accord sur la pêche. Le secrétaire d'État français aux Affaires européennes a menacé le Royaume-Uni de mesures de rétorsion s'il n'applique pas rapidement l'accord post-Brexit sur la pêche. Le clin d'œil de ce soir est axé sur les marchés d'assurance et le défi de la redynamisation. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon 24, bienvenue à toutes et à tous. Nous vous l'annoncions à l'entame depuis le décès du président Idriss Déby Itno. Le Tchad est dirigé par une commission militaire de transition à la tête de laquelle se trouve le général Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président, qui promet un dialogue national inclusif alors que le pays est sous tension et la tension ne cesse de grimper. Gaël Mapessi s'en fait le coup. Le décès brutal d'Idriss Déby Itno le 20 avril dernier plonge le Tchad dans une période d'incertitude. Les rebelles qui mènent depuis plus d'une semaine une offensive contre la junte au pouvoir promettent de marcher sur la capitale Djamena pour tenter d'apaiser les tensions qui ont fait suite à des violentes manifestations dans le pays. Dans un discours télévisé ce mardi, le général Mahamat Idriss Déby promet d'organiser un dialogue national inclusif. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. La désignation lundi par l'armée d'un civil et ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké à la tête d'un nouveau gouvernement ne semble pas calmer les velléités de plusieurs dirigeants de l'opposition tchadienne qui dénoncent un coup de force des militaires. Tous nos compatriotes en exil, pour une raison ou une autre, qui sont loin de leur terre, doivent rentrer au pays pour le bâtir ensemble.
Après les violences qui ont éclaté ce mardi, Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté la répression au Tchad et s'est prononcé contre un plan de succession. De son côté, le conseil militaire présidé par Mahamat Idriss Déby a assuré qu'il transférera le pouvoir aux civils à l'issue d'élections démocratiques dans 18 mois. Et en République démocratique du Congo, le programme du nouveau gouvernement a été largement adopté lundi par l'Assemblée nationale. La nouvelle démonstration de force du président Félix Tshisekedi. Le récit de Déoline Touti. C'est à 410 voix pour, sur 412 votants, que l'Assemblée a investi le gouvernement du nouveau Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde. Le chef du gouvernement a mis l'accent dans son discours sur la sécurité dans l'est de la RDC et promis que les élections auraient bien lieu dans les délais constitutionnels d'ici fin 2023. Il a également envisagé la proclamation par le chef de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et des conflits armés, avec notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Selon le Premier ministre Sama-Lukonde, il faudra 12 milliards de dollars chaque année sur 3 ans pour la mise en œuvre des 10 projets. À titre de comparaison, le budget prévu jusqu'ici était de moins de 7 milliards, avec une mobilisation des recettes qui ne dépassait que rarement les 5 milliards de dollars. Le chef du gouvernement de l'Union sacrée promet un collectif budgétaire qui permettra de préciser le détail de ses actions. Les membres du gouvernement vont ainsi procéder à la remise et reprise avec l'équipe sortante et entamer le travail. Et en Centrafrique, depuis une semaine, le président Faustin Archange Touadéra reçoit à tour de rôle les acteurs politiques et ceux de la société civile du pays. Il faut dire que l'ouverture de ce dialogue était demandée de longue date par les partis politiques d'opposition. Le récit. Les acteurs politiques et ceux de la société civile en Centrafrique sont reçus depuis quelques jours par le président Faustin Archange Touadéra, qui prévoit ce mardi de rencontrer l'opposition. Pour l'entourage du président centrafricain, ces concertations sont l'occasion d'entendre les suggestions des partis d'opposition avec pour objectif de résoudre les problèmes sécuritaires dans un contexte toujours tendu, malgré le recul de la menace que les groupes armés de la coalition des patriotes faisaient peser sur la capitale Bangui. Mais la principale plateforme d'opposition, la COD 2020, qui dénonce des incohérences dans cette démarche de dialogue, ne se rendra pas physiquement au palais de la Renaissance. Récemment, le ministre de la Justice a demandé la levée de l'immunité parlementaire de 4 députés dans le cadre d'une enquête sur l'ex-président François Bozizé, coordinateur revendiqué de la CPC, une coalition des rebelles qui voulait marcher sur Bangui pour empêcher les élections générales organisées l'année dernière. Selon le porte-parole de la présidence, ces députés seront tout de même les bienvenus dans ces discussions. Réélu en décembre dernier au terme de ces élections perturbées dans certaines parties de la Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra initie donc des contacts en vue du dialogue national longtemps demandé par les partis d'opposition et la communauté internationale. Économie pour la suite après la Covid-19, quelle perspective pour la filière café au Togo? La question était au centre des discussions depuis lundi à Lomé, discussions auxquelles prennent part en présentiel et par visioconférence l'Agence des cafés Robusta d'Afrique de Madagascar et le Centre du commerce international. Davila Oboula nous explique. 4 jours d'échange pour jeter les bases de la filière Robusta, réfléchir sur les stratégies de développement de la filière café en Afrique après la Covid-19. C'est l'enjeu de la tenue de cette rencontre à Lomé consacrée à l'impact du coronavirus sur l'économie du café en Afrique. Les plantations ont été vidées de leur main-d'œuvre, voire abandonnées. Cette situation impacte sérieusement l'entretien des plantations, les récoltes ainsi que la qualité du produit. Sur le plan financier et commercial, la crise a entraîné la réticence des banques locales à octroyer des prêts et conduit d'autres partenaires financiers à réduire drastiquement leur financement aux exportateurs dans certains pays de l'espace ACRAM. Conséquence évidente, avec la fermeture de frontières, les exportateurs de café se sont retrouvés avec des stocks importants d'invendus, générant ainsi des pertes énormes. Tous les regards sont désormais tournés vers ces échanges pour les propositions concrètes qui permettront d'inverser la courbe des exportations de café des membres de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar qui avait chuté de 63,5% en mars et avril 2020, contrairement à la même période en 2019.
Et de l'économie à l'entrepreneuriat, il n'y a qu'un pas que nous franchissons maintenant. En Côte d'Ivoire, une étude du Fonds pour les objectifs de développement durable montre que les femmes entrepreneurs sont confrontées à des défis importants pour devenir propriétaires de PME. Microsoft, à travers son initiative Microsoft for Africa et la Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain, viennent donc de signer un protocole d'accord visant à soutenir ces femmes. Regardons. Cet accord permettra de développer les compétences numériques et la connaissance des données nécessaires à la croissance et à l'expansion de leurs entreprises. En offrant une formation et un soutien aux femmes qui créent et développent ces PME, cet investissement peut progresser vers l'égalité économique et soutenir une croissance inclusive. Avec un objectif commun de soutien aux femmes entrepreneurs et aux PME afin d'accroître la rentabilité de leurs entreprises grâce à un meilleur accès aux données et aux technologies numériques, et à une meilleure compréhension de celle-ci, le groupe informatique américain Microsoft et MCC, l'agence américaine d'aide au développement, ont uni leurs forces pour créer un laboratoire et un réseau de données sur les femmes en Côte d'Ivoire. D'après la vice-présidente du département des opérations compactes de la MCC, la Millennium Challenge Corporation, cette initiative permettra de réduire certains des principaux obstacles qui empêchent les femmes de réaliser pleinement leur potentiel. Leur succès servira de modèle de leadership féminin pour les générations futures, tout en apportant des revenus et la prospérité à leurs familles ainsi qu'à leur communauté. La mission de la MCC est de réduire la pauvreté par la croissance économique en partant du principe que l'aide est plus efficace lorsqu'elle renforce la bonne gouvernance, la liberté économique et les investissements dans les personnes. Et au Gabon, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la sous-composante 2.2, l'Office national de l'emploi a validé la mise en œuvre de l'action de formation au métier de technicien agricole avec un volet entrepreneuriat dénommé Agripeur. Le reportage de Modeste Kom et Adam Cheki. Ce projet est une initiative du gouvernement gabonais et de la Banque mondiale. Ces 50 jeunes, en fait, c'est quelque chose de très particulier. Et à la fin de cette formation, ils vont disposer d'un financement d'1 million pour les 23 premiers. Et en plus de cela, ils auront accès à du foncier que le ministère de l'Agriculture va mettre à leur disposition. Ils disposeront d'un accompagnement technique, de conseils de l'IGAD et des techniciens du ministère de l'Agriculture. Ces jeunes allant de 18 à 35 ans vont bénéficier d'une formation de 6 mois dans les métiers du secteur agricole à travers des cours théoriques et pratiques. Il s'agit pour eux, pour l'instant, d'assimiler le savoir-faire, le métier. Donc ici, ils vont être formés dans la polyculture vivrière et maraîchère. Et ensuite, ils auront aussi dans leur formation un module consacré à la gestion et à l'entrepreneuriat. Côté apprenant, la motivation et l'espoir sont au rendez-vous. Lorsqu'on m'a proposé cette bonne opportunité, je l'ai saisie parce que c'est mon rêve depuis l'enfance. J'aime la terre. À sortir de cette formation, je m'attends à obtenir, à recevoir une formation efficiente qui me permettra de réaliser mes projets agricoles. Ça va me permettre aussi de travailler à mon propre compte. Proposer aussi également mes produits dans tous les artères de Libreville. L'implication dans ce challenge de l'Office national de l'emploi est un véritable atout car cette institution est au cœur même de l'insertion professionnelle des jeunes. Rien à voir avec ce qui précède la CIMA, conférence interafricaine des marchés d'assurance, organisme communautaire composé de 14 États membres, fait face à des défis importants. Elle souhaite donc redynamiser ses services pour les 5 prochaines années, surtout avec l'arrivée ce jour à Libreville d'un nouveau secrétaire général. C'est le clin d'œil de ce soir. Il est signé Miguel Mabika et Alban Bumba. La CIMA est née en 1962 avec l'appellation de la Conférence internationale des contrôles d'assurance. Son but était de préserver le bon fonctionnement des sociétés et agences d'assurance implantées dans les anciennes colonies françaises d'Afrique occidentale, centrale et à Madagascar. Ceci dans le souci d'harmoniser des législations et réglementations nationales, la coordination de l'exercice du contrôle des entreprises et la coordination de la formation des cadres africains d'assurance. Une nouvelle convention est donc signée entre 12 États africains afin de construire une SICA plus africaine, à l'exception de Madagascar et de la France, qui se sont retirés en 1973.
Le siège de la SICA, devenue CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance, est alors transférée de Paris à Libreville en 1976. Aujourd'hui, le nombre des États membres de la CIMA est passé de 13 à 14 avec l'adhésion de la Guinée-Bissau le 15 avril 2002. La nécessité économique et financière de poursuivre en commun la rationalisation des marchés d'assurance des pays membres et le besoin de renforcer la protection des assurés constituent entre autres les enjeux actuels de la CIMA. Nous devons saisir les avantages qu'offre la technologie pour renforcer notre capacité de supervision et d'exigence, pour un règlement plus diligent des sinistres, pour accroître notre sens d'anticipation et de prévention des abus envers les assurés. Les contraintes liées au développement du secteur sont nombreuses. Parmi elles, le faible niveau des pouvoirs d'achat des populations locales et leur manque de culture d'assurance, une faiblesse des taux de rendement des placements. Le nouveau patron qui a pris ses fonctions ce jour à Libreville promet de se mettre à l'ouvrage. L'intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance seront au centre de nos préoccupations, de nos actions de régulation, de contrôle et d'encadrement de la collecte de l'épargne publique et que cette épargne sera bien participative au financement de nos économies. Concrètement, le contrôle adéquat des frais généraux et des frais d'assistance technique ainsi que des mesures rigoureuses de provision pour créances douteuses sont autant de questions sur lesquelles va travailler l'institution. Face à toutes ces difficultés, il vous faudra compter sur votre sens de créativité pour stimuler la mise à disposition de nos populations des produits d'assurance adaptés en vue non seulement de leur protection maximale, mais également d'un accroissement soutenu du chiffre d'affaires des sociétés d'assurance dans l'espace CIMA. La CIMA est un organisme issu de l'évolution de la Conférence internationale des contrôles d'assurance. Elle regroupe à ce jour le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali et le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. On parle aussi de santé dans ce journal. La présidente du comité national de la vaccination anti-Covid-19 au Gabon a présenté lundi avec le ministre gabonais de la Santé un premier bilan à mi-parcours de la campagne de vaccination anti-Covid-19 lancée le 23 mars dernier. Globalement, la chaîne de vaccination semble bien maîtrisée. Rona Charline Mouenkondé et Jospin Bomba Dionga s'en font l'écho. Sans sortir de la trajectoire fixée depuis le début de la pandémie, basée sur la transparence des actions posées tout au long de la crise sanitaire, le comité du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus a présenté lundi le bilan d'étape un mois après le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 au Gabon. Entre le 11 mars et le 16 avril, le comité national de vaccination a assuré la formation de 225 personnels de santé, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, plus de 3000 vaccins sont disponibles dans les différents sites et les consommables aussi. Et au sein de ces différents sites, la chaîne de frais est conservée. Le suivi de température effectué quotidiennement par la sous-commission logistique n'a montré aucune déviation des températures. Les vaccins Sinopharm sont toujours conservés entre 2 et 8 degrés. En l'espace d'un mois, l'équipe a su, dans une action combinée, veiller à la maîtrise de la chaîne de vaccination qui a donné le cap au premier bilan, somme toute positif, allant au-delà des objectifs fixés. Nous avons plus de 8800 personnes vaccinées, aussi bien pour la première dose que la deuxième dose, et nous avons sensiblement 3% d'effets indésirables, et sont des effets indésirables mineurs, parfois qui ne sont pas véritablement liés à la vaccination. Cela voudrait dire que le vaccin est bien toléré. Établie sur 4 phases, l'organisation de cette campagne de vaccination va amorcer dans les tout prochains jours la deuxième phase du plan, avec en perspective l'extension des sites de vaccination dans les centres de santé de Libreville, les infirmeries militaires et le secteur privé. Et justement, lors de ce point de presse, Marielle Bouillou a évoqué les ambitions vers lesquelles les actions devront désormais se tourner pour pouvoir atteindre dans les brefs délais les objectifs fixés par le plan national de vaccination en cours. À nouveau, Rona Charline Mouenkondé et Jospin Bomba Dionga.
La présidente du comité de pilotage de la vaccination contre la Covid-19 au Gabon a révélé les points sur lesquels les équipes devront dorénavant s'attaquer pour pouvoir atteindre au mieux les objectifs fixés par la campagne nationale de vaccination. Susciter l'adhésion des populations cibles, c'est susciter l'adhésion justement des prioritaires, des personnels de santé, comme on peut le voir ici, mais aussi des personnes porteuses de comorbidité. Ces personnes prioritaires sont encore un peu réticents, car ils ne représentent encore que 17% des vaccinés. Toutefois, les hypertendus, parmi les porteurs de comorbidité, les diabétiques et les obèses sont ceux qui se vaccinent le plus fréquemment parmi les populations cibles. Et ce, alors même que de son côté, le ministre gabonais de la Santé a éclairé l'opinion sur les avancées quant à l'acquisition des consommables et vaccins de qualité. Nous attendons 200 000, voire même 300 000 nouvelles doses avec Sinopharm. Et récemment, nous avons reçu une réponse beaucoup plus précise de la Russie qui va mettre à notre disposition, dans un premier temps, 10 000 doses de vaccination pour la première dose. Donc nous sommes en train de nous préparer parce que ça nécessite toute une logistique pour aller chercher ces vaccins, pour la formation. Et dans les toutes prochaines semaines, nous allons acquérir ces vaccins Sputnik. Ça a été confirmé par la Russie. La voie menant à l'immunisation progressive de la population face à la Covid-19 se base désormais au Gabon sur la combinaison, le port du masque et le respect des gestes barrières obligatoires et l'adhésion massive à la vaccination pour éviter la survenue au Gabon d'une troisième vague due au coronavirus. Hors du continent africain, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé que le gouvernement envisage d'assouplir les restrictions pour les personnes entièrement vaccinées contre la Covid-19, alors que le rythme des injections s'accélère dans le pays. Le récit de David Laobola. Les personnes entièrement vaccinées ou considérées comme guéries après avoir été infectées par le virus devraient être autorisées à aller par exemple chez le coiffeur sans avoir à présenter un test négatif ou encore être exemptées de quarantaine après un contact avec une personne infectée. C'est l'essentiel de la déclaration de la chancelière Angela Merkel lundi à l'issue d'une réunion avec les chefs des 16 régions allemandes. Il est évident, et l'Institut Robert Koch l'a déjà précisé dans son règlement, que les personnes cas contact qui ont été doublement vaccinées ne doivent plus faire de quarantaine. Il est également clair que ces personnes n'auront pas besoin de fournir des tests rapides pour accéder au coiffeur ou au magasin. La chancelière a expliqué que le gouvernement allemand travaille actuellement sur un décret au sujet des libertés dont pourraient bénéficier ces personnes. Le texte devra être adopté par les deux chambres du Parlement à une date qui reste encore à déterminer. Mais elle a tempéré les attentes d'un assouplissement rapide des règles, réclamé par plusieurs partis d'opposition, notamment les libéraux du FDP. Selon les derniers chiffres officiels à ce jour, quelques 23,4% de la population ont reçu au moins une dose de vaccin. 7,2%, environ 6 millions d'Allemands, sont totalement immunisés. Sur les 3,3 millions de personnes infectées par le virus depuis le début de la pandémie l'année dernière, 2,9 millions sont considérés comme guéris. L'Allemagne est entrée samedi dans une nouvelle phase de durcissement de restrictions pour combattre la troisième vague de la pandémie qui sévit dans le pays. Alors que le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est effectif depuis plusieurs mois, la France, elle, a menacé le Royaume-Uni de mesures de rétorsion sur les services financiers si l'accord post-Brexit concernant la pêche n'est pas mis en œuvre. Rodney Ovono s'en fait l'écho. Point d'achoppement, jusqu'au bout des négociations sur le Brexit, l'accord sur la pêche tarde encore à se mettre en place, suscitant la grogne des professionnels et un appel de la France à une action européenne ferme. Selon les dires du secrétaire d'État français aux affaires européennes, l'Union européenne demande tout accord, rien que l'accord, mais tant qu'il ne sera pas mis en place, il faudra prendre des mesures de rétorsion dans d'autres secteurs si c'est nécessaire. Pour Clément Beaune, le Royaume-Uni attend de l'Union européenne un certain nombre d'autorisations sur les services financiers. Ainsi, l'Union ne donnera aucune suite tant qu'il n'y aura pas les garanties sur la pêche et d'autres sujets. Pour le secrétaire d'État français aux affaires européennes, c'est donnant-donnant et chacun doit respecter ses engagements, sinon le partenariat sera difficile.
L'accord de pêche prévoit notamment que les Britanniques délivrent des licences pour la zone des 6-12 miles marins au large de leurs côtes où les pêcheurs européens se rendaient traditionnellement. Mais plus de 4 mois après l'aboutissement des négociations, seulement 22 bateaux sur les 120 de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, ont reçu la précieuse licence permettant d'accéder à ces eaux riches en poissons, selon un responsable local de la filière. Et cette note de sport avant de clore, c'est un retour triomphal que lui ont réservé les habitants de Douala. C'est au Cameroun. Le champion du monde des poids lourds dans la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes, Francis Ngannou, est donc venu présenter sa ceinture à ses compatriotes un mois après sa victoire par KO contre l'Américain Stipe Miocic. On dit et Sonobiang sur les écrits de Gaël Mapessi. Battu sur décision en janvier 2018 lors de leur premier affrontement, Ngannou n'a pas manqué sa deuxième chance face à un adversaire qui n'a jamais existé lors de l'acte 2, où le Camerounais a pris une revanche éclatante sur l'Américain Stipe Miocic en lui infligeant un KO dévastateur au deuxième round pour lui ravir le titre de poids lourd dans la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes. À 3h du matin, je lui vois chaque jour dans la nuit que dans la télé. Aujourd'hui, je l'ai vu en face. Je suis tellement fier. Alors que personne ne pensait qu'il pouvait le faire, le colosse camerounais de 34 ans, 1m93 pour 113 kg, a surpris ceux qui doutaient de lui. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez parce que c'est ce soutien-là qui m'a permis de tenir le coup jusqu'ici. Il y a 3 ans, j'ai échoué ma mission et je vous ai promis que j'allais ramener cette ceinture à la maison. Et c'est grâce aux encouragements quotidiens que je reçois de vous qui est de ma motivation, qui est de ma force. C'est grâce à ça que j'ai pu accomplir cette mission. Parti de son Cameroun natal en 2013 pour Paris, où il a un temps dormi dans la rue, l'histoire d'Ngannou est celle d'un jeune qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais qui ne s'est pas résigné, il s'est permis de rêver. Il compte désormais 16 victoires contre 3 défaites dans l'Ultimate Fighting Championship et devient l'homme à battre dans cette catégorie. Voilà, c'est donc sur cette fierté africaine que nous refermons ce journal. Place à présent un rappel des titres. Au Tchad, le nouveau président Mahamat Idriss Déby a promis un dialogue national inclusif dans une période de transition de 18 mois. C'était ce mardi lors d'un discours télévisé. Au Gabon, les autorités multiplient les actions en faveur du retour à la terre. Pour ce faire, plus d'une vingtaine de jeunes bénéficiaient pour une période de 6 mois d'une formation dans le domaine de l'agriculture. Tension entre Paris et Londres autour de l'accord sur la pêche. Le secrétaire d'État français aux affaires européennes a menacé le Royaume-Uni de mesures de rétorsion s'il n'applique pas rapidement l'accord post-Brexit sur la pêche. Le clin d'œil de ce soir était axé sur les marchés d'assurance et le défi de la redynamisation. C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran, mais également sur www.gabon24.ga. Bonne suite des programmes sur nos antennes.